كل ليلة الساعة 6 موعدنا بيتجدد مباشرة من معرض الكتاب الفرنكوفوني من بيال. واليوم بحلقتنا الرابعة ما بعد حفلة الافتتاح رح تكون حلقة كتير مميزة، لأنه رح نرحب بأربع ضيوف من الأكاديمية غونكور، الأكاديمية غونكور اللي هي ضيفة شرف السالون دو ليف فرانكوفون بعدده العشرين. وأيضا فينا نقول أنه هن أعضاء ولكن أيضا كتاب، واليوم رح نستعرض كتبهم وأيضا نشاطاتهم. وبحب ابدا اولا بالمسابقه اللي تعودتوا عليها من 4 ايام لليوم، هي لوتور دو جور، ورح اعطي 3 معلومات. هو كاتب فرنسي ودخل الأكاديمية غونكور سنة 2011 واليوم بيوقع كتابه. Donc je vais donner les 3 indices du concours l'auteur du jour. C'est un écrivain français donc qui a été reçu à l'Académie Goncourt en 2011 et il signe son livre aujourd'hui. لكن تابعونا وجاوبوا على الاكونت على تويتر اكونت @l'auteur du jour. وهلا بنتقل لإلسا. إلسا شو عندك اليوم؟ مساء الخير Karen, bonsoir. Une kyrielle d'activités en ce mardi 30 octobre, de conférences passionnantes, en débats super intéressants. Tout se passe en même temps ou se suit. On ne sait plus où donner de la tête. On a l'impression, Karen, qu'on a envie d'avoir 10 yeux et 30 oreilles pour pouvoir suivre le salon dans tous ses états. En tout cas, nous sommes en direct sur la MTV pour couvrir autant d'activités que possible. Mais aujourd'hui, donc, nous allons braquer les projecteurs sur la proclamation de la 3e sélection du prix Goncourt. Un événement historique et inédit qui vient de se tenir il y a tout juste quelques instants, là derrière moi, à l'Agora, dans la grande salle de Beyrouth, donc ici même. La prestigieuse Académie Goncourt vient de proclamer les 4 romans qui vont être en lice pour le prix qui aura lieu le 7 novembre, donc dans une semaine, le mercredi prochain à Paris. Et donc, je vais vous donner le résultat. Les 4 romans qui viennent d'être sélectionnés sont les suivants: Peste et choléra de Patrick Deville, La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker, Le serment de la chute de Rome de Jérôme Ferrari et L'âme de fond de Linda Lee. Nous allons en tout cas revenir sur les détails du prix, les coulisses avec les membres de l'Académie Goncourt qui sont avec nous ici même sur le plateau. Et avant de passer l'antenne à Karen, je lance comme d'habitude la question du quiz SDL. La question est la suivante: de qui le prix Goncourt porte-t-il le nom? De qui le prix Goncourt porte-t-il le nom? Une question, une réponse par jour, d'ici en direct du salon au Biel. À la fin de l'émission, je vous attends juste donc vers la fin de l'émission pour que vous répondiez à cette question avec les membres de l'Académie Goncourt avec nous. Karen, à toi l'antenne. لكن مشاهدينا الكرام، مثل ما وعدتكم عندي ضيفين كتير مميزين، هن كتاب وأيضا معروفين عالميا وهن أعضاء الأكاديمية غونكور. Bernard Pivot, vous êtes le bienvenu. Merci. Vous êtes le journaliste le plus connu en France, mais je peux dire dans tout le monde francophone. Oui. Au Liban, on vous adore, vous venez souvent. Et oui. Vous travaillez de tout cœur depuis très longtemps pour la culture. Donc vous intégrez le Figaro littéraire en 1974, vous marquez l'histoire de la télévision avec Apostrophe, lancé en 1974, et Bouillon de culture, que vous produisez de 1991 à 2001. Et de 2002 à 2008, vous allez au-delà de la culture francophone avec Double Jeu. Et depuis le 5 octobre 2004, vous êtes reçu à l'Académie Goncourt. Vous avez édité un seul roman en 1959. Vous avez arrêté. Et puis là, on a quelques beaux livres que vous avez publiés, dont donc le dernier que vous signez au salon. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi êtes-vous le seul membre de l'Académie Goncourt, puisque vous l'avez intégré en 2004, et vous n'êtes pas vraiment un écrivain littéraire. Un écrivain est fortement littéraire, mais je ne suis pas un écrivain tout simplement. Exactement. Donc j'étais plutôt un journaliste. Exactement. Et on m'a élu au fond pour service rendu à la littérature et aux livres pour mes émissions.
En plus de ça, vous savez, les frères Goncourt qui ont créé l'Académie Goncourt ne parlaient pas d'écrivains dans leur testament fondateur, ils parlaient d'hommes de lettres. Alors, homme de lettres, c'est un peu vague et au fond, d'une certaine manière, puisque je me suis occupé de livres, d'écrivains et de littérature toute ma vie, j'étais une sorte d'homme de lettres. Bien sûr. En tout cas, c'est très bien. Vous donnez comme ça une chance à tous les journalistes qui adorent la culture, comme moi-même, et qui suis écrivain. Ah, vous voulez être élu à l'Académie Goncourt? Peut-être, hein? Donc vous postulez là. Ouais. On ne sait jamais. Écoutez, on enregistre votre candidature. Puisqu'on sait, je ne suis pas. Je suis encore très petite là dans ma carrière, mais peut-être un jour. Eh bien, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Mais quelle est la question et votre livre que vous signez donc demain durant le salon. Et donc, vous parlez d'une maladie chronique qui s'appelle kystionnite. Oui. Est-ce que vous croyez que c'est un défaut de profession? C'est un excès, c'est peut-être, oui, et si vous voulez vraiment me suivre, peut-être allez être vous-même atteinte de kystionnite. C'est-à-dire que kystionnite, il s'agit de toujours poser des questions à tous les gens qu'on rencontre, y compris avec ceux qui partagent votre vie. C'est-à-dire au bout d'un moment devenir insupportable parce que voilà, on a une sorte d'addiction aux questions et on veut toujours extirper les petits secrets, souvent inavouables, qui se cachent dans les âmes et dans les cœurs des uns et des autres. Voilà, c'est pourquoi ce personnage est assez insupportable. Invivable même. Invivable. Et donc, vous dites quelque part, et avec beaucoup d'humour, que c'est un peu peut-être votre histoire quelque part, et c'est aussi des rencontres que vous avez fait durant toute votre carrière. Non, mais enfin, vous savez, le personnage du roman, c'est un peu moi, mais comme c'est bien exagéré, heureusement, je savais me tenir dans la vie, y compris dans ma vie privée. Donc, mais comme je voulais faire un livre un peu amusant, drôle, j'ai poussé le raisonnement de la kystionnite jusqu'à l'absurde. C'est ça, mais je suis quand même heureusement assez différent du personnage. Bien sûr, vous allez à la rencontre des autres, et en tout cas c'est une richesse de connaître les autres, parce que comme ça aussi on se connaît beaucoup mieux. Ce que je voudrais en profiter, c'est pour dire que, en France, je ne sais pas si on le dit au Liban, on dit que la curiosité est un vilain défaut. Ça, je ne le crois pas. Je crois au contraire que la curiosité est une qualité, et même à la limite, j'en ferai une vertu. Vertu parce que être curieux, ça veut dire c'est aller au-devant des autres, c'est s'intéresser à eux, c'est avoir la générosité de leur poser des questions, et évidemment sans tomber dans les excès du personnage. Exactement. Et nous savons que vous faites aussi la dictée le 4 novembre, comme d'habitude, la dictée... Ah non, je ne fais pas de dictée ici le 4 novembre. C'est pas vous? Non, c'est pas moi. Non, j'ai fait 3 dictées au début des années 2000. Oui, mais on fait une dictée le 4. Oui. Et donc, je vais l'annoncer tout à l'heure. Exactement, vous allez l'annoncer. Je ne serai pas là pour la faire. Non. C'était Salah Stéti qui devait présenter le prix. Mais à sa place, on m'a annoncé, donc je vais le faire. Mais vous n'avez pas idée de la dictée le 4 novembre? Non, enfin... Je sais pas, vous voulez que je vous raconte mes 3 dictées au Liban? Non, écoutez, la première que j'ai faite, j'allais un peu dans l'inconnu. Est-ce que les Libanais francophones étaient forts en orthographe ou pas? Et alors? J'avais fait une dictée un peu moyenne. Le sujet, si je me souviens bien, c'était les arbres. J'y parlais des arbres de la liberté, j'y parlais même des mâts de cocagne. Enfin, il y avait des pièges. Et je me suis retrouvé avec un nombre incroyable de 0 faute. Et j'ai dû activement donc là, vous proclamez que les Libanais sont Donc vous proclamez que les Libanais sont... Ils sont très bons en orthographe. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Et je le dis vraiment sans démagogie. Ils sont très bons. Merci beaucoup, merci. Pierre Assouline, vous êtes auteur et journaliste, donc né à Casablanca, entre journaux, radio et télévision. Vous trouvez le temps d'écrire plusieurs œuvres. Vous tenez également un blog intitulé La République des livres, centré sur l'actualité littéraire et la critique des livres, ce qui est très intéressant. En tout cas, c'est un blog très visité par le monde. Et vous intégrez l'Académie Goncourt en janvier 2012, donc vous êtes un nouveau membre. Ça vous fait quoi d'être donc membre de l'Académie? Eh bien, moi, ce n'est pas un surcroît de travail, parce que, comme je dis tout le temps, ça ne change rien sur ce plan-là. Mais en revanche, ce qu'il y a de bien à l'Académie Goncourt, qui est un club de copains finalement, c'est que on frotte son intelligence à celle des autres. Et c'est un commerce qui est très fructueux, très fécond, parce qu'on apprend beaucoup, justement, des oppositions, car il y a
beaucoup de différents. Hein. On vient de différentes cultures et de différents horizons, tous les 10. Yes. Et je veux dire que c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier une chose, la plupart des écrivains sont des solitaires et sortent peu de chez eux. Quand on écrit un livre, on ne sort pas, Bien on reste sûr. chez soi Et vous et on voit peu de gens. Donc aller à Vous l'Académie signez une Goncourt, question c'est... d'orgueil là au salon. Et donc demain le 31 à 20h. Et dans votre roman, vous parlez d'un haut fonctionnaire qui trahit donc son pays, qui donne des documents secrets au KGB à Paris. Pourquoi? Surtout que nous savons qu'avant vous parliez d'un personnage très intrigant de la Bible. Aujourd'hui, c'est le haut fonctionnaire Georges Pack. Ouais, en fait, la solution de l'énigme se trouve sur la couverture. Le titre, Une question d'orgueil, dit exactement la raison principale. Ce n'est pas la seule pour laquelle il a trahi. Vous savez, la plupart des espions trahissent soit par idéologie, ce n'était pas son cas, soit en raison d'un chantage sexuel, ce n'était pas son cas, ça pour des raisons vénales, pour de l'argent, et ce n'était pas son cas non plus. Donc il reste l'orgueil, et puis également un soupçon de mégalomanie tout de même, et aussi tout de même un fond d'américanophobie, une haine des États-Unis qu'il a pris très jeune et qui ne l'a jamais lâché. Ce qui fait qu'à son procès, avec beaucoup de naïveté, de candeur et peut-être de sincérité, je crois, il a dit au procès « Je n'étais pas pro-soviétique, j'étais anti-américain ». Donc vous dénoncez une trahison et vous parlez beaucoup de trahison et la problématique de la trahison parce que je crois que c'est aussi un sujet écœurant. Ben, c'est central puisque c'est un traître, Bien encore sûr. que le mot traître est difficile à Bien porter, on hésite à l'utiliser, Bien sûr. mais c'est quand même un homme qui a livré des secrets de son En tout pays cas, à une puissance étrangère. En tout cas, c'est un roman très riche comme d'habitude et nous vous en remercions. Et bonne chance pour la signature. Bernard Pivot, merci encore. Pierre nous qui vous Asseline remercions. aussi et bon séjour au Liban. مشاهدينا الكرام بننتقل لإلسا. Oui, donc nous sommes ici avec 2 des 6 membres du jury du Goncourt qui viennent de proclamer il y a tout juste quelques instants les 4 romans donc finalistes pour le prix qui sera proclamé le 7 novembre prochain. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Tahar Benjeloun. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Tahar Benjeloun, vous êtes membre du jury, vous êtes grand écrivain également. Cette sélection est la 3e et en fait la grande annonce c'est le 7 novembre. Pourquoi tellement de suspense dans l'Académie Goncourt? C'est une façon de marquer nos choix parce que déjà au début septembre, on publie une première sélection de 14-15 romans qui méritent d'intérêt et là-dedans, il y a le Goncourt, c'est-à-dire dans cette liste, elle est fermée, on ne peut pas ajouter quelque chose. On peut retirer, mais on ne peut pas ajouter un autre titre. Et il y a une deuxième sélection où on ne garde que 8 et là, c'est l'avant-dernière sélection. Enfin, la dernière sélection parce qu'après on décerne le prix et là on met la lumière sur 4 titres qui ont chacun exactement les mêmes chances pour avoir le Goncourt. On ne peut pas dire lequel va l'avoir, on ne le sait pas, je ne le sais pas, Didier ne le sait pas, aucun de nous ne sait d'avance qui va avoir le Goncourt parce que c'est une question de démocratie et de choix et de sélection et de vote. Donc le suspense est valable pour le public et aussi pour nous. C'est excellent. Et en fait, ces 4 romans, le sentiment donc de ces vainqueurs, de ces les finalistes, quoi. Vous êtes passé par là, vous, un certain soir en 1987, lorsque vous avez gagné le prix Goncourt. C'est marrant. Je me souviens, le prix devait être décerné un lundi. Et puis le jeudi, avant, Paris Match est venu me filmer comme si j'avais eu le prix. Il m'a dit, vous allez faire comme si vous avez eu le prix. Je dis, mais c'est pas possible, c'est malheureux, ça porte malheur. Eh bien, j'ai fait comme si j'avais eu le prix et j'avais la trouille parce que je me suis dit, il faut jamais faire ce genre de choses. Mais ça vous a porté bonheur. Oui, non, mais parce que vraiment, c'est le hasard. Bon, et nous avons également avec nous Monsieur Didier Decoing. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est un grand plaisir que de vous avoir tous ici. C'est vraiment un grand honneur pour le Liban. C'est un cadeau pour les 20 ans du Salon que vous soyez ici réunis à proclamer ce prix 10 jours après un attentat qui a secoué Beyrouth.
c'est peut-être parce qu'il y a eu cet attentat aussi que nous sommes venus si nombreux, parce qu'on a voulu dire aux Libanais, aux lecteurs, aux auteurs, aux éditeurs, aux libraires, on a voulu leur dire qu'on était avec eux et que c'était certainement pas ni la haine ni la violence qui aurait le mot de la fin. Le mot de la fin, ça peut être que l'amour, la liberté, la solidarité. Vraiment, on n'a pas hésité. C'est Tahar Ben-Jelloun qui, au mois de juin, je crois, ou en mai, il y a 1 an et demi, avait dit si on allait à Beyrouth pour proclamer la liste finale. Mais c'est grâce à M. Tahar Ben-Jelloun alors qu'on est là aujourd'hui. Le service culturel de l'ambassade, il y avait Martine Gillet qui avait pris les choses en main et puis il avait pris contact avec nous, etc. etc. Bon, de ma part et de la part de tous les Libanais, on vous remercie pour cette donc, proposition. Et encore une question, Monsieur Decoing. Vous allez me dire en 2 mots, j'ai senti qu'il y avait quelques pointes qui ont été lancées il y a quelques instants en ce qui concerne l'Académie française. C'est quoi ce lien cordial entre vous et l'Académie française? Vous savez que les Goncourt avaient créé leur société littéraire, comme ils l'appelaient, donc l'Académie Goncourt, un petit peu en réaction contre l'Académie française qui trouvait trop installée, trop empoulée, trop guindée. Des grands écrivains. Et qui avait repoussé des grands écrivains. Donc on est un petit peu, historiquement parlant, hein, on est un petit peu l'aiguillon qui titille. Bon, cela dit, moi j'ai plein d'amis parmi les académiciens français, je m'entends très très bien avec eux. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un choix qu'on doit faire. On ne peut pas être de l'Académie française et de l'Académie Goncourt. Et on ne peut pas aller de l'une à l'autre. Moi j'avais choisi il y a très très longtemps, ce serait l'Académie Goncourt, point. Bon. Et vous allez me parler un peu des membres de cette académie. Vous êtes 10, en principe 9 à présent parce que Robert Sabatier est mort il y a quelques mois, en juin. Mais en fait, pourquoi que 10 et pourquoi on vous appelle les couverts? 10 parce que on fonctionne d'après le testament des frères Goncourt. Jules et Edmond avaient décidé de créer cette académie qui est de 10 copains, voilà. Et les couverts parce que justement en réaction contre l'Académie française où il y a des sièges, des fauteuils, et des épées, etc. Là, on déjeune et donc ce sont des couverts. Et donc il y a 10 couverts et autrefois les votes se faisaient au lieu d'appeler les noms des Goncourt, on appelait premier couvert, deuxième couvert, troisième couvert et chacun donne son vote. Et vous êtes quel couvert? Moi, j'étais 3e couvert, mais maintenant, on tire au sort, donc il n'y a plus de numéro de couvert. Mais on a toujours nos couverts, vous savez, on a des couverts en vermeil, gravés à notre nom. Et chacun. Il y a ce que nous appelons les couverts de longue vie et les couverts de courte vie. Les couverts de longue vie sont les couverts sur lesquels il y a très très peu de noms gravés parce que les gens vivent longtemps et gardent leurs couverts longtemps. Et voilà. Et les couverts de courte vie, c'est ceux où il y a beaucoup de noms gravés. Ça veut dire voilà, c'est une superstition. Ça ne veut rien. Ça n'a aucun caractère. Merci beaucoup pour tous ces détails. On va rester avec les coulisses de l'Académie Goncourt jusqu'à la fin de l'émission. À présent, je passe l'antenne à Karen. مشاهدينا الكرام مثل ما شفتوا حلقة مشوقة وأكيد بعد ما خلصت رجعوا تابعونا من بعد البريك الإعلاني. مشاهدينا الكرام منتابع حلقتنا مباشرة من البيال وبحب استضيف من استوديو الام تي في Tahar Ben-Jelloun, vous êtes le bienvenu. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. Je sais ce n'est pas notre première rencontre l'année passée. نتعرفوا من زمان. صح. On va parler français. On va parler français. D'accord. Okay. Vous êtes, et Monsieur Didier Decoing, vous êtes le bienvenu aussi. Ça nous fait grand plaisir et c'est un honneur aussi de vous recevoir au Liban en tant qu'invité d'honneur aussi du 20e Salon du Livre. Tahar Ben-Jelloun, vous êtes écrivain, poète, journaliste, essayiste, vous êtes né au Maroc et votre engagement politique en faveur de la paix a été largement aussi primé. Vous avez obtenu vous-même le prix Goncourt en 1987 pour votre roman La Nuit Sacrée qui a été traduit en 43 langues. Et là, vous êtes membre de l'Académie Goncourt depuis 2008 et vous signez donc au Salon votre dernier roman, Le Bonheur Conjugal, demain à 20h chez Antoine. Quelle est la différence entre donc avoir le prix
Goncourt Avoir un prix et et être être élu. membre. Ouais, C'est un deuxième prix Goncourt. c'est un autre. Et lequel vous fait plus plaisir? Chacun a son goût. Parce qu'en 87, j'avais une vingtaine d'années de moins et j'avais beaucoup plus d'énergie pour affronter vraiment la tournée quasi mondiale avec le livre. Et là, je suis très heureux de retrouver une compagnie excellente parce qu'on ne peut entrer dans cette académie que si on est coopté à l'unanimité par tout le monde. Bien sûr. Parce qu'il faut s'entendre, il faut s'aimer bien. Alors c'est un honneur qu'ils m'ont fait et je suis ravi de faire partie de cette académie parce que nous, dans l'académie Goncourt, nous travaillons, nous lisons beaucoup, nous faisons connaître des livres, nous mettons en avant certains auteurs et nous rendons, je pense, un service à la lecture et aux Bien livres sûr. et aux libraires. Bien sûr, en tout cas, vous le méritez, bien sûr. Dans votre roman, Le bonheur conjugal, vous racontez l'histoire d'un peintre déchu qui rumine donc sa défaite et qui décide d'écrire sa biographie pour ne pas sombrer dans la dépression. N'est-ce pas aussi quelque part... donc ce peintre déchu pourrait être un... C'est pas moi, c'est pas moi. Ça pourrait être un écrivain déchu, non? Non, c'est pas un écrivain, c'est un peintre, un artiste très égoïste, égocentrique, imbu de lui-même, Et qui pas très aimable avec son épouse. Avec lui-même et avec sa femme. Non, surtout. avec lui-même, il se soignait bien. Lui. Au contraire, il est très égoïste. Oui, mais il était mal avec lui-même pour avoir toute cette rancune envers les autres. Peut-être, oui, parce que comme toutes les personnes égocentriques, il arrive un moment où ils en veulent à la terre entière parce qu'ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Bien sûr. Et par conséquent, tout ce qui lui arrive, il va l'imputer à son épouse, qui va évidemment répondre. Rentrer dans cette guerre aussi avec lui. Bien sûr. Donc elle découvre, sa femme, le manuscrit et elle répond question après question. Point par point, oui. Point par point à toutes ces accusations. Oui, mais elle le fait d'une manière très, très scientifique. Elle ne perd pas de temps. Bien sûr. Elle va direct au but et elle dit, et moi je suis sens mauvaise que je suis dans et je ne me laisse pas faire. Oui, et ce qui est beau, c'est qu'on sent qu'on est en train de lire la vie de n'importe quel couple. Absolument. C'est-à-dire que finalement, le livre, il parle disons, du couple en général, n'importe quelle société, parce que quand deux libertés se rencontrent et que ces deux libertés se transforment en solitude et en conflit, c'est là où le mariage devient vraiment une catastrophe. Une catastrophe, et vous dites que le mariage est donc le bonheur conjugal n'existe pas puisque le mariage est une constitution, donc c'est une façade pour cacher... Non, le bonheur conjugal existe, mais pour ceux qui l'ont rencontré. Mes personnages ne l'ont pas rencontré, c'est tout, c'est comme Dieu. Et vous? Hein? Vous, moi, personnellement? Moi j'étais très heureux, il n'y a pas de problème. Et vous, monsieur Decoing, vous avez connu le bonheur conjugal? Moi, ça fait, Tahar le sait, ça fait 35 ans que je suis marié à une femme que j'adore. Ah, c'est très beau. Et qui, j'ai la faiblesse de penser, ne me déteste pas non plus. Non, je l'espère pas. Et voilà, et c'est quand il dit, il y a ceux qui rencontrent l'amour conjugal, je l'ai rencontré. Après avoir une vie sentimentale très, très agitée, mais depuis, voilà, c'est la perfection. Donc le bonheur existe quand même. Donc Didier Decoing, vous êtes romancier, journaliste et scénariste français. Vous avez travaillé entre autres avec le réalisateur Maroun Baghdadi, libanais donc qu'on a perdu, avec lequel vous avez reçu le prix spécial du jury au Festival de Cannes. Et donc vous avez été reçu à l'Académie Goncourt aussi en 1995. Et vous êtes l'actuel secrétaire général de l'Académie. Vous avez publié de plus de 20 livres et vous avez reçu beaucoup de prix littéraires. Et donc, vous sortez votre livre que vous avez sorti, votre livre que vous signez. Je vois des jardins partout. Ces jardins-là, ce sont les étapes de votre vie. Et les fleurs, c'est les femmes, et les épines, c'est les difficultés. Racontez-nous un peu. Oui, je me suis aperçu que... Alors, vous voyez, c'est mon épouse qui m'a initié au monde des jardins. C'était une petite citadine. Moi, je vivais à la campagne. Et quand je l'ai épousée, je me suis dit, alors ça, ma chérie, je ne déménage pas. Donc, elle m'a dit, comme j'adore les jardins, je vais faire un jardin dans notre maison. Et je la regardais faire. Quand je dis faire un jardin, c'est pas simplement planter des fleurs, c'est construire des allées, des déclivités, etc., des plans d'eau. Et en la regardant faire, je me disais, mais elle est en train d'écrire quelque chose avec des végétaux, avec de la pierre, avec des arbres. Et j'ai compris que le jardin était un langage au même titre
que d'écriture, qui avait une grammaire, un vocabulaire, une syntaxe. Et ça m'a fasciné parce que j'avais toujours pensé que l'écrivain était quelqu'un qui avait des pantoufles bien confortables, qui travaillait avec une lampe allumée et un chat qui dormait, qui ronronnait sous la lampe. Et que le jardinier, au contraire, c'était quelqu'un qui affrontait les intempéries, qui était dans la boue jusqu'aux genoux. Ce parallélisme. Voilà. Et je me disais, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Si. D'autant plus que la démarche du jardinier, il a toujours un sécateur à la main. Exactement, donc couper, la censure. Voilà, et non, la recherche de l'exact dessin de son jardin. La perfection. Oui, la fleur fanée, il faut l'enlever, elle gêne. Et l'écrivain, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève l'adjectif trop lourd, l'adverbe en ment qui encombre la phrase. Donc on a un peu la même démarche. Bien sûr. Donc j'ai une botte à un pied, une pantoufle à l'autre. Et une plume à la main. Une plume à la main droite et un sécateur à la main gauche. En tout cas, c'est un très beau livre et on vous souhaite très bonne chance pour la signature. Tahar Benjmenoun, merci encore. Merci à vous. Didier Decoing, merci et vous êtes les bienvenus au Liban. Merci. مشاهدينا الكرام ننتقل لإلسا ومقابلة جديدة. Nous continuons cette édition spéciale Prix Goncourt avec nos deux invités de prestige qui sont Bernard Pivot et Pierre Assouline. Bonsoir. Bonsoir. Bernard Pivot, je commence par vous. Ce n'est pas pour vous apostropher, ce n'est pas pour vous faire bouillonner de culture, mais j'ai une question à vous poser. Vous avez l'air très enthousiaste de venir au Liban. Sur votre compte Twitter, vous avez affiché hier 6 Goncourt arrivent au Liban ce matin, c'est ça? Donc pour vous, qu'est-ce qu'il a le Liban? C'est quoi ce petit quelque chose de plus qu'il a le Liban? Il a d'abord parce qu'il appartient à la francophonie et c'est un pays où on défend la langue française, où on honore la langue française. Il y a eu de très nombreux écrivains qui appartiennent à l'histoire de la littérature de langue française. Et puis personnellement, c'est un pays dans lequel j'ai beaucoup de souvenirs professionnels pour avoir fait un bouillon de culture ici à Beyrouth et 3 fois la dictée. Donc j'ai des liens vraiment très fraternels avec votre pays. D'ailleurs, la dictée continue dans le Salon du Livre. Il y aura la dictée dans quelques jours, n'est-ce pas? J'en ai lancé la mode et je suis très content que des Libanais continuent aujourd'hui de se passionner pour l'orthographe de notre langue. Et parmi les mots qui vous tiennent le plus à cœur dans votre ouvrage, Les mots de ma vie, il y a le mot aujourd'hui qui, d'après vous, est le plus beau de la langue française. Aujourd'hui, maintenant, c'est quoi votre sentiment après cette proclamation de la troisième sélection du Goncourt au Liban? Aujourd'hui, parce que c'est un très beau mot, parce que c'est le mot des journalistes, le mot de l'actualité. Et puis aujourd'hui est un très beau jour, puisque encore une fois je suis au Liban et qu'avec mes camarades du Prix Goncourt, nous avons sélectionné 4 romans, les 4 derniers romans, et c'est l'un de ces 4 qui obtiendra le Prix Goncourt mercredi en 8. Et Pierre Assouline, est-ce que c'est un hasard que 3 des 4 romans sélectionnés ne soient pas écrits par des Français? S'il vous plaît, vous vous approchez un peu. Alors Lynn Dallet est française, hein. Elle est d'origine vietnamienne. Joël Dicker, lui, est suisse francophone, ça va de soi. Et puis troisième, c'est qui Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. Donc non, mais ça c'est une coïncidence. Hein, il faut pas. Ça prouve aussi que l'Académie Goncourt a des goûts très divers, très éclectiques. Et puis c'est un bon reflet, je trouve, de la production actuelle en langue française. La littérature française, contrairement à ce qu'on lui reproche parfois, n'est pas écrite que par des Parisiens nombrilistes. Elle est écrite aussi par des Corses, des Marocains, des Libanais d'expression française. Bon, à part le critère donc écrire en français, quelles sont les autres conditions pour pouvoir postuler au Prix Goncourt? D'abord, on ne postule pas. Hein, c'est nous qui choisissons, qui recevons des tas de livres, mais c'est nous qui sélectionnons. Personne n'est candidat. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est aussi subjectif et arbitraire que l'est le goût d'un critique ou d'un lecteur, disons, professionnel. Alors évidemment, le style, l'écriture, la qualité de la langue, ça compte énormément. L'histoire, les personnages comptent aussi. Donc tout ce qui fait que, de manière générale, on peut être emporté par un livre quand on lit les livres de manière, entre guillemets, professionnelle. C'est un petit peu tous ces éléments. Mais en fait, le prix Goncourt, c'est hyper prestigieux, c'est vraiment un prix illustre, mais le gagnant ne remporte que 10 petits euros. C'est symbolique.
Oui, mais 10 euros, c'est parce qu'il y avait un chèque au départ qui était de 50 francs or. Alors ça représentait beaucoup d'argent. Tandis qu'aujourd'hui, évidemment, la récompense du lauréat du Goncourt vient de la vente considérable de son livre en France et dans les pays francophones, souvent 200, 300, 400, 500 000 exemplaires. Donc ça assure la fortune du lauréat. Et en fait, être lauréat du prix Goncourt, c'est aussi une manière d'assurer que son livre soit traduit en plusieurs langues. Vous-même, par exemple, Pierre Assouline, vous vous rendez bientôt en Pologne pour la traduction de votre ouvrage Lutetia en polonais, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi j'ai cette chance d'aller en Pologne pour Lutetia? C'est parce que j'ai eu le concours le concours polonais. Parce qu'il y a un concours polonais qui a été remis pour la première fois il y a 15 ans, je crois. Et j'étais le premier lauréat pour mon premier roman, La Cliente, qui a gagné en fait d'être traduit en polonais. Et ensuite, les autres ont suivi, les autres livres. Et donc, ça compte aussi énormément. Vous savez, le label Goncourt compte énormément pour les traductions à l'étranger. Excellent, sûrement, c'est une porte ouverte pour toutes les opportunités. Bon, merci beaucoup pour cet entretien, mais vous restez avec nous parce que juste après le break, nous allons passer au quiz qui porte sur le prix Goncourt. On va poser des questions aux gens attroupés autour de nous, on va voir s'ils vont pouvoir y répondre. Donc rendez-vous après le break pour le quiz. Nous terminons comme d'habitude avec le quiz. Le quiz, donc, c'est une question par jour, une réponse, un gagnant. Et à la fin de la semaine, lors du dernier jour du salon, le 4 novembre, un tirage au sort aura lieu et le gagnant remportera des prix de valeur. La question du jour que j'ai posée au début de l'émission est la suivante. Je vois messieurs Bernard Pivot et Pierre Assouline ouvrir grand les yeux et les oreilles, mais vous n'allez pas y répondre parce que c'est très facile pour vous. On va voir si les Libanais vont pouvoir y répondre. Donc la question est la suivante. De qui le prix Goncourt porte-t-il le nom? De qui le prix Goncourt porte-t-il le nom? Je ne vais pas vous passer le micro. On voit déjà... Bon, je vais essayer de voir... J'ai pas une question, une réponse. Non. C'est le nom? Aucune idée. Bon. Les frères Goncourt, Edmond et Jules. C'est excellent. Donc, les frères Goncourt, vous voyez, on est cultivés au Liban, Monsieur Pivot et Monsieur Assouline. Excellent. Donc, des frères Goncourt, qui sont en fait Edmond de Goncourt et Jules de Goncourt, n'est-ce pas? Vous me corrigerez si je fais des erreurs. Et donc, c'est à la fin du 19e siècle qu'ils ont lancé l'académie, le prix. C'est dans le testament d'Edmond de Goncourt, en fait, que ça a été écrit, n'est-ce pas? Bon, donc, je peux avoir votre nom, votre prénom? Amélie Coquerel. D'accord, vous avez juste après l'émission, vous allez me passer votre numéro de téléphone et votre nom va descendre dans le tirage au sort. Merci beaucoup, merci. Avec cette réponse correcte à la question, nous terminons l'édition d'aujourd'hui spéciale Goncourt. Je remercie mes invités et nous passons donc à Karen. Merci. مشاهدينا الكرام انا رح اقول مين الربحان معي لوتر دو جور نوال كرم وطارق معوض بيسحبوا اكيد كتبهم من ليبراري انطوان وليبراري اورينتال اكيد لوتر دو جور était Régis Debray وكانوا comme d'habitude les réponses étaient très nombreuses وهيك انا نوصل على نهاية هالحلقة المميزة سبيسيال أكاديمي غونكور وبشوفكم بكرة بكتاب مع كتاب عالميين فرانكوفونيين وأيضا مثل العادة الساعة 6 من بيال مباشرة. تصبحوا على خير.